vous tous. Aujourd'hui, je vais commencer par des chiffres, parce qu'on est 51 en scène. La compagnie a 20 ans. On a travaillé exactement 30 jours, répartis sur 6 mois en week-end. Vous n'êtes pas obligés tout le temps, hein, mais bon. Et cette année, on s'est collé aux classes sociales. Et ben, c'est prise de chou. On n'est pas sûr qu'on est encore tous exactement d'accord sur les notions de classe sociale. De toute façon, c'est impossible d'y être. Il n'y a pas... Voilà. On a commencé par se réunir 4 week-ends avec quelques intervenants, quelques personnes à qui on a demandé de venir nous expliquer des trucs qu'on ne comprenait pas tout à fait, dont Marx et Bourdieu. Je ne suis pas sûre qu'on ait tout compris, parce qu'on ne l'a pas lu dans le texte, mais enfin, on a pris quelques notions, juste pour s'échauffer la tête, nous, et pour se mettre en chantier, on appelle ça un chantier, pour se mettre à discuter, se raconter des histoires, etc., etc. Ça a commencé en octobre ou novembre. Du coup, quand on commence, on ne sait pas du tout ça va être le spectacle final. Et puis, on a construit ensemble, et le spectacle qu'on va vous montrer, en fait, ça n'est que des histoires à nous. Donc, on vous propose pendant 1h30 de regarder tout ça avec nous, de faire ce chemin qu'on a fait nous là-dedans, à essayer d'y piger quelque chose, bref, de faire des liens. C'est bon pour vous? Et pour vous, c'est bon? Super. Et bien, on y va. Go. Ok, vous avez dit. Regardons plutôt ce qui se passe au moment des luttes. La nuit debout, ça serait intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne tienne pas? Est-ce que c'est une lutte, nuit debout? C'est une vraie grosse question. C'est parti d'une lutte contre la loi travail, quand même. La première installation. Ils n'ont pas été actifs, enfin très peu, en matière de lutte. Ouais, ils envoyaient, il y avait des groupes qui partaient, il y avait quand même des morceaux de lutte. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des moments où on s'est retrouvés à partager des choses avec des gens où on a l'impression qu'ils n'étaient pas du tout de notre classe sociale? Et du coup, peut-être que ça peut être dans une lutte, justement. Mais peut-être pas. Est-ce qu'il y a des moments où on a été séparés de quelqu'un, de proche, par des questions de classe sociale? L'histoire d'amour et tout, là, ça va se jouer. Franchement, ça peut être aussi des gens. À une époque, moi j'en ai plein autour de moi. On était au collège ensemble et on avait l'impression d'être de la classe. Et qu'en fait, la vie a fait que chacun était rattrapé vers sa famille et son métier et tout ça. Et maintenant, les mondes sont un fossé entre nous. Il y a des récits où, clairement, la fracture dans la famille se fait parce que il y a une catégorie sociale qui... il y a 2 catégories sociales, il y en a une qui déchoit ou ne grimpe pas assez. Enfin... Qui a envie de diriger quoi? Moi, je veux bien nuit debout. Autour de quelle question? Autour de qu'est-ce qui vous a... Sur la question des classes sociales, la nuit debout, qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a déplu? Avec quoi vous n'étiez pas d'accord? Est-ce que c'est une sorte de classe sociale? Ok. Donc, je trouvais intéressant quand Pauline me racontait comment ils viraient les Roms qui voulaient vendre des boissons. C'était d'une violence qui paraît inimaginable. Oui, avec les Restos du Cœur qui étaient là aussi, l'articulation avec tous ceux qui étaient sur la même place, mais les pas en lien SDF avec les qu'on avait délogés. Oui, il y a plein de choses qu'on peut peut-être regarder. Ok, je note Nuit debout. On fera un groupe spécial à un moment. On y était bien là, hein? Le plus important dans cet exercice, c'est aussi sa propre respiration. J'ai pas envie de voir des gens qui vont faire oh, oh, oh. Là, je suis dans la production à tout prix d'un son. Moi, ce que j'ai envie, c'est que ça soit la production d'un son, mais tranquille. Oh. Fermez les yeux. Je vous dis pas dans quel sens il part, en fait, d'accord ?
vous avez un groupe, on est une soixantaine, on va dire, je ne sais jamais bien combien. Il y a de tout là-dedans. On va dire il y a de tout. Il y a des gens qui viennent de la pauvreté, il y a des gens qui sont arrivés à la pauvreté, il y a des gens qui sont plutôt montants par rapport à leurs parents. Il n'y a aucun vrai grand riche. Il n'y a pas de possédants, voilà, il n'y a pas de grands possédants parmi nous. Et on travaille cette année sur une question qu'on trouve de plus en plus compliquée à mesure qu'on la partage avec d'autres, c'est la question des classes sociales. Et c'est un truc bien compliqué à empoigner parce que d'abord, il n'y a pas de définition précise et puis il y a les assignations qu'on met sur les autres, il y a celles qu'on se sent... enfin bref, c'est un sujet extrêmement compliqué et aujourd'hui, on avait envie de comprendre puisqu'on ne les connaît pas bien. Hein. On ne les connaît pas, nous, ces riches, on n'y a pas accès. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui ont accès assez simplement à des très riches. On va vous donner des accès. Non. Vous allez nous donner des accès, génial. Et voilà, on a envie de comprendre c'est qui ces gens, comment ils pensent, comment ils voient le monde. Et du coup, plus il y a des histoires concrètes, mieux c'est parce que nous, on va les improviser. D'accord. Ça va, Alors, c'est moi qui commence. Super. Alors, donc, moi, je suis Monique Pinson-Charlot et lui, c'est Michel Pinson. Et ça fait 30 ans qu'on travaille tous les deux ensemble, à quatre mains, avec des enquêtes chez les très riches. Quand je dis les très riches, c'est pour vous donner des noms qui vont vous parler, c'est les Wendel, c'est les Rothschild, c'est les Lazare, c'est voilà, des grands noms, les Dassault, Bolloré, enfin des gens qui sont au top de la fortune et des pouvoirs. Hein. Dans tous les domaines de l'activité économique et sociale, vous avez des gens qui possèdent les titres de propriété et ces titres de propriété leur permettent d'exploiter la force de travail des gens qui sont ici, c'est-à-dire aussi bien des ouvriers, des employés que des intellectuels. Donc la classe des riches. Ça, quand vous les voyez, vous leur dites pas. Vous leur dites. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus les voir. Parce que voilà. Ils vous ont trop vu, voilà. vous ne pouvez plus. Je dirais plutôt, ils ne peuvent plus nous voir. Voilà. Ok. Cette oligarchie, cette classe dominante, cette confrérie des grandes familles, vous l'appelez comme cette caste, cette mafia, vous l'appelez comme vous voulez en fonction de votre niveau de colère le moment venu, mais c'est une classe sociale qui n'a rien à voir dans ses niveaux de richesse, dans son mode de vie, d'avec les classes moyennes, même supérieures, les classes supérieures, moyennes et les classes populaires que nous sommes ici rassemblés. Mais rien à voir. C'est un fossé. Mais il n'y a pas que la richesse économique pour faire partie de cette classe. Il faut aussi avoir de la richesse sociale, du capital social, disait Pierre Bourdieu. Parce qu'il faut absolument être tout le temps en contact avec vos camarades de classe. Camarades de classe sociale, hein, on a bien compris. Et ces gens-là, vous devez les voir tout le temps. Donc vous devez habiter le 16e arrondissement ou le 7e, dans les beaux quartiers. Ensuite, vous passez votre vie dans les cercles, où il y a des restaurants, où il y a des piscines, où il y a des tennis, il y a tout ce qu'il faut tout en haut de la société. L'information circule, toujours dans des bulles de champagne, toujours avec des truffes, du foie gras, dans des très beaux endroits, toujours dans la pétillance et l'enthousiasme et la joie de vivre et la joie d'être ensemble, entre soi. Alors, la richesse symbolique, c'est celle qui vient symboliser toutes les autres formes de richesse. Et elle est très importante. Elle se manifeste dans les corps. Si vous veniez avec nous dans un cercle, eh bien, comme nous, vous vous sentiriez pas bien. Vous vous sentiriez pas bien parce que vous n'êtes pas vêtus comme ces gens-là sont vêtus, parce que c'est du sur-mesure. On défend dans tous les instants et sur tous les fronts les intérêts de sa classe. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le présent d'aujourd'hui, mais ça a fonctionné comme ça dans le passé et ça continuera à fonctionner comme ça dans le futur. Alors pour vous faire comprendre la petite conclusion de nos deux interventions,
je vais essayer de vous réciter un petit poème de Robert Desnos, Le Pélican de Jonathan. Au matin, dans une île d'Extrême-Orient, Jonathan trouve un pélican. Et de ce pélican pond un œuf, d'où il sort un autre pélican lui ressemblant étonnamment. Puis, ce pélican pond à son tour encore un œuf tout blanc, d'où il sort encore un pélican lui ressemblant étonnamment. Tout cela peut durer pendant très longtemps, sauf si l'on fait l'omelette. Voilà. Fait l'omelette. Et donc, voilà, on vous propose de faire l'omelette ensemble. D'accord. Donc, Farida qui sera ici dans la pièce tout à l'heure avec Pierre, vas-y. Ils vont travailler sur Nuit debout. Donc tous ceux qui ont participé à Nuit debout sont les bienvenus. Il y a des thèmes qui parlent à certains et pas du tout à d'autres. C'est pour ça qu'il y en a plein. Donc, hein. Alors, Fatima va s'affronter à une grande question. Elle sera là-bas. Et elle va s'affronter à la question de l'argent. Du patrimoine, tu vois, dans les familles, de comment ça se joue l'argent, etc., etc. Ensuite, on a Amy qui se situera là, vers la table, autour des assignations, mais précise un peu. En fonction du milieu, de la classe sociale dont vous venez, les choses qu'on vous a assignées à être ou à faire et dans lesquelles vous ne vous ressemblez pas. Ce qu'on pourrait coller sur vous et ce que vous ne voulez pas qu'on colle sur vous, ce qui ne correspond pas. Sur la noblesse. Donc, on n'a pas beaucoup de gens issus de la noblesse dans notre groupe. Il y a Sophie qui se dit « Merde, c'est mon tour ». Ou ceux qui les ont côtoyés voilà. Par alliance, par mésalliance, par suralliance, par erreur. Et puis, il y a Catherine qui va travailler autour de la trahison de sa classe. Alors moi, je vais prendre un groupe autour de la question des valeurs que nos familles, parents ou pas, mais en tout cas qui nous ont été transmises, les valeurs qu'on a envie de continuer à transmettre ou à faire perdurer, et celles qu'on renie. Ça va, c'est clair? Donc là, on va faire les groupes. Une fois que les groupes, donc ne parlez pas pour qu'on voit les groupes où il n'y a pas assez de monde et qu'on puisse se dire on bouge. Et ensuite, ça, on se retrouve pour faire un jeu, tous ici. Alors, oui, donc je disais, on est aussi là, on a aussi des élans de générosité. Et donc, A est toujours porteur d'une bombe, voilà. Mais il se trouve que maintenant, B, c'est ce qu'on appelle dans les médias la malheureuse victime. Et vous êtes le bouclier. Celui ou celle qui va sauver cette malheureuse victime au moment crucial où les bombes vont exploser. À condition, évidemment, d'être entre la bombe et la malheureuse victime. On est bien d'accord. Faites attention, dans l'humanitaire, il y a beaucoup de concurrence. Ça va être difficile de remplir votre mission. Vous allez voir. Ok, donc vous partez dans l'espace, là, vous marchez doucement. Prenez bien tout l'espace, vous allez voir, ça va se restreindre bien assez tôt. Donc allez-y tranquillement, prenez tout l'espace. Voilà, vous repérez A et B, ça y est, il y en a déjà qui ont perdu les deux. Alors attention, les bombes sont amorcées. 10, 9, 8, 7, a rempli sa mission. À moitié. Non. Ah ouais, quand même. Pas mal. Alors normalement, ceux qui sont à l'extérieur, ils sont ratés.
Et moi, j'avais été opprimé et oppresseur. En fait, c'était une fois où j'étais en colonie de vacances. Et il y avait plusieurs autres garçons qui se moquaient de moi, qui faisaient souvent des blagues racistes et tout, un peu à longueur de temps, des blagues racistes sur Karim et Rachid sont dans un fourgon, qui est-ce qui conduit? C'est la police. Ou Karim et Rachid sont sur un... qu'est-ce que Karim et Rachid sur un scooter? Bête de con parce qu'ils auraient pu en voler un deuxième, des trucs comme ça. Et parmi les garçons, en fait, il y en avait qui, je crois, qui avaient été placés dans des familles, ou qui venaient de familles plus populaires que moi. Et notamment, je crois qu'il y en avait qui étaient en bac pro, un truc comme ça. Et une fois, j'ai vraiment pété un câble. Il y avait la douche, je me rappelle, dans la chambre. Et je les entendais, ils faisaient ces blagues, ils continuaient à faire ces blagues. Et je me rappelle, j'ai sauté, il y avait une sorte de petite cloison, j'ai sauté à la cloison. Et je lui dis, mais... Genre, j'en pouvais plus, je lui dis, mais tais-toi, moi je fais des études scientifiques et toi tu fais ton pauvre bac pro mécanicien. Mais après, en même temps, je m'en étais voulu en fait, d'avoir, de m'être vengé sur un autre truc. Ils étaient français les... Ouais, ils étaient d'origine française, enfin français d'origine française. Ouais. Français d'origine française. Et moi, dans le fond, je sentais que c'était un peu injuste ce que j'avais fait, de me rendre justice de cette façon. Non, très bien. Enfin, pour moi, ça, c'est une des raisons qui rend compte de... C'est que pour te défendre... De la division, c'est... Des nobles qui vivent des rentes de la terre, je pense que depuis la Révolution, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Moi, j'en connais. Oui, parents... je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Toi, déjà, la plupart des titres sont plus liés à la terre. D'ailleurs, ça rapporte rien, mais... Il y a juste le nom aujourd'hui. Il y a juste le nom, et sauf mon père, il y a... Voilà, sauf l'arbre généalogique, les armes et qui se transmettent, ça c'est symbolique. On m'a demandé une fois, tiens, tu t'appelles comme ça, est-ce que tu as des possibilités en banque? Non, c'est con, mais non. Dommage, mais non, j'ai pas de facilité en banque, non. Ça c'est un cliché. Voilà. Et par rapport à casser des œufs pour justement se remettre, tu vois, allez hop, on casse des œufs et on lutte, on fait des choses ensemble. Bon, moi j'ai eu dans ma vie aussi, quand j'étais donc à la tête de centres sociaux, alors c'était centre social associatif, et il fallait tout créer, et à un moment donné, je dis il faudrait peut-être quand même qu'on ait une convention collective, on va commencer par ça. Bon, il fallait effectivement des délégués. Bon, personne n'a voulu suivre. Alors moi je me retrouvais coordinatrice de l'ensemble, directrice d'un centre social, et en plus il fallait que je sois déléguée du personnel. Je ne pouvais pas. Sauf que si je ne me mettais pas déléguée du personnel, on ne signait pas la convention collective. Les choses souvent comme ça sont apportées pour qu'on puisse se défendre et qu'on rentre en lutte. Et puis toi tu fais, moi je fais toujours partie de ceux aussi qui, je suis d'accord, allez on y va. Puis à un moment donné, quand tu vas presque au bout des choses, putain t'as personne derrière quoi. Et ça moi ça m'est arrivé 100 fois. Très très Ce serait intéressant d'avoir une histoire justement sur, parce que je me dis effectivement dans ce que tu racontes il y a comment on ne sait pas ou comment on n'arrive pas à agglutiner, fédérer, construire le rapport de force. En octobre, on est en comité technique ministériel puisque nous y sommes élus et chaque secteur, les douanes, les impôts, l'INSEE, nous, les gens de la CCRF, on fait un petit topo sur ce qui se passe dans notre direction. Donc moi, j'écris un topo sans nommer qui que ce soit sur cette affaire, sur la maltraitance des personnels d'administration centrale et sur le sort qui a été réservé à un chauffeur à qui on demandait une mission impossible. Et Macron, dès que ça a été terminé, que toutes les interventions préalables ont été faites, a été un véritable roquet. Il a demandé immédiatement la parole. Il s'est adressé à Vincent Drezé, qui était notre délégué fédéral, en disant « Je ne vous laisserai pas dire ça, vous racontez n'importe quoi, mon cabinet n'a commis aucune erreur, son cabinet. » Ce monsieur a été pris à 217 km/h, je ne pouvais pas le soutenir, il était en infraction, c'est comme ça. Et tout le monde est resté quoi ? A laissé le ministre raconter ce qu'il voulait bien raconter. Donc, comme on arrondit les angles entre le syndicalisme et le... cette attitude de classe qui était absolument révélatrice de ce qu'est ce personnage. Pour moi, c'était Macron
Ok, je ne pouvais pas voter c'est une pour. belle histoire à monter, non? Sur le chauffeur. Surtout que c'est pas la première fois qu'on entend des histoires comme ça, hein? Ok, super. Il y a eu plein de choses. Donc il y a des groupes où il y aura des impros, puis il y a des groupes où il y aura que des comptes rendus, parce qu'ils ont abordé plein de trucs différents, qu'il y a des histoires derrière, mais qu'on n'a pas, qu'ils n'ont pas du tout eu le temps de les monter, pourvu qu'on se mette sur le contenu de ce que ça nous apporte. Il y a plein de trucs, c'est génial, ça va dans tous les sens. Allô? Ouais. Ah putain, le chauffeur s'est planté. Ah merde, il a eu un accident? Ok. Bon, du coup, il peut pas ramener le ministre. Ok, bon, je trouve quelqu'un. Allô, voilà? Ouais, écoute, il me faut un chauffeur, là. T'as quelqu'un sous la main? Ouais, c'est urgent, c'est urgent. Ouais, ok, bon, super. Ah, il est douanier? Ouais, bon, bah écoute, c'est pas grave. Dis-lui qu'il vienne au ministère. Il a 6 heures pour faire l'aller-retour. Normalement, ça en prend 8, mais bon, on compte sur lui, il sait faire le boulot. Ok, bon, tu me tiens au courant quand il est arrivé. Allô? Ouais, quoi? Il s'est fait arrêter par les gendarmes? Quoi? Comment ça? Il a été flashé à 217 à l'heure? Ouais, mais alors, il avait une mission? Quoi? Il lui retire son permis. Ok, bon, bah d'accord, je gère, j'appelle le ministre, on va se débrouiller. Je vous remercie d'être présent à ce comité technique ministériel qui va commencer lors d'autres jours. Vous savez qu'aujourd'hui c'est l'examen du budget. Vous avez reçu les documents préparatoires. Je vous laisse la parole. Messieurs les ministres, nous tenons à dénoncer ce qui s'est passé il y a un mois. C'était en Normandie. Vous vous rappelez, monsieur le ministre? Lorsque Mission Impossible a été confiée à un chauffeur qui, parce qu'il a voulu honorer la commande des responsables, se retrouve non seulement face à une procédure pénale, mais aussi à une suspension de permis de 6 mois. Les syndicats représentatifs de Bercy exigent que celui-ci soit immédiatement rétabli dans ses droits et puisse exercer normalement son métier. Écoutez, Madame Drezé, je ne peux pas vous laisser répandre des rumeurs. Moi, je soutiens mon cabinet. Il a géré cette situation comme il fallait. Ce chauffeur a été pris à 217 km/h. Il était en infraction. C'est impossible qu'il puisse avoir le soutien du ministre. Vous comprenez? J'ai fait mes recherches avec la presse locale. Et je t'ai déjà montré les documents et je les ai ici dans le reste de ce cahier. Fais attention à ce qu'on écrit quand même. Il ne faut pas lancer comme ça des accusations, comme ça. Mais de quel côté tu es? Mais je suis du côté... Tu es au courant. Mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On a lu ça dans la presse. Est-ce que ça a été... Voilà, bon, je ne sais pas, toi tu lances ton accusation, voilà, bon, c'est peut-être quand même... Il y a peut-être d'autres choses plus importantes que, ton sujet d'incrimination d'aujourd'hui. Je pense qu'on aurait pu évoquer d'autres problèmes que ça, franchement. Ok, voilà. Il y a toujours des problèmes avec ces transports, c'est incroyable. Bon, enfin bref. Vous avez vu les élections? Moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Hein, Ah vous bon? savez, Vous devriez quand même. Non, ils ne s'intéressent pas à nous, je ne m'occupe pas d'eux. Non, mais vous n'avez pas vu? C'est qui mène la danse? C'est le Macron. Comment vous y allez? Bah oui, comment j'y vais? Attendez, il va tout nous prendre, les retraités, là, il va leur prendre, ils vont leur enlever 1,7 sur leur retraite. Bah, vous êtes drôlement au courant, hein. Ah, mais moi, j'écoute tout, hein, la politique. Avant, ça ne m'intéressait pas, mais maintenant, plus je prends de l'âge, bah, je vois plus ça. je m'intéresse à la politique. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur? Ah, si, je suis tout à fait d'accord. Je pense que... Voilà. Mais vous auriez préféré quoi? Avoir le Front National? Attendez, non, mais ok. franchement. J'arrête là parce qu'il y a eu toute une discussion, mais c'est sur la question de la peur. On n'arrive pas à casser des œufs parce qu'il y a l'épouvantail du Front National, donc voilà, c'est ce qu'on voulait montrer. On ne peut pas casser les œufs justement parce que déjà rien qu'entre pauvres, on se tire déjà dedans. Si on se mettrait tous ensemble, qu'on s'aiderait,
moi j'irai aider les pauvres, puis les pauvres viendraient m'aider. C'était intéressant parce qu'il n'y a pas de solidarité. Et du coup, comme il n'y a pas de solidarité, voilà, on ne peut pas aller plus haut, parce que si nous-mêmes, entre nous, les pauvres, on ne fait pas une chaîne entière, on ne peut pas atteindre le plus haut pour que le plus haut atteigne le plus haut, puis arriver jusqu'où c'est qu'il faut le grand pélican. Donc si je suis d'accord, je fais un peu comme ça. Si je suis pas très d'accord avec ce qui se dit, je fais juste un peu comme ça. Ça vous permet juste pour cette fois-là, ça va pas être une institution permanente, mais de pouvoir signifier un truc sans avoir à dire je suis complètement d'accord et de nous redire la même chose juste après. C'est une manière que vous vous la fermiez, voilà. Donc il y a 2 points au bilan qui est autour du fonctionnement de notre groupe. Plutôt si je critique, je propose, ça j'aime beaucoup. Je fais au plus pressé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire et on est beaucoup. Allez, c'est parti. Eh ben, moi, je veux dire que ce week-end, franchement, j'ai trouvé ça bien. On a fait de belles choses, on a entendu de belles choses. J'ai trouvé ça merveilleusement bien. Voilà. Dans les groupes auxquels j'ai participé, et moi-même, je suis frappée de voir combien, pour répondre aux consignes dans les groupes de travail et raconter des histoires, on fait appel à des histoires qui sont passées, parfois passées depuis très longtemps, et combien on a du mal à raconter ce qu'on vit dans un présent parfois très très actuel, parfois très brûlant. Bon, enfin, en tout cas, ça me frappe du fait qu'on a autant de mal à analyser, mais certainement que c'est pas par hasard, à analyser ce qui se passe dans notre vie de tous les jours dans ce rapport et ces luttes de classe sociale. Sur le fond du sujet sur les classes sociales, j'ai un sentiment complètement paradoxal, à savoir que j'ai eu l'impression depuis hier que dans ce qui est sorti des ateliers, les séquences, les scénettes et tout ça, on a l'air d'être complètement submergé par ceux qui nous divisent et qui nous aveuglent et nous empêchent justement de faire l'omelette, de casser les œufs et de faire l'omelette. Et en même temps, je me rends compte aussi que le sujet tel qu'il est traité, tel qu'il chemine, c'est jamais que le début de l'affaire, même s'il n'y a que 4 sessions pour y arriver. Moi, même l'affaire de Macron par exemple, pour l'avoir vécu, hein, son chauffeur et tout, je me suis rendu compte qu'en fait on n'a même pas eu le courage, le culot en tant que syndicat alternatif, solidaire, de dénoncer le positionnement de classe de Macron. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne m'étais même pas rendu compte qu'on n'avait pas fait l'analyse qu'il fallait par rapport à ce ministre qui se comportait comme un salopard avec son chauffeur. Et j'en fais la lecture aujourd'hui en décalé, comme quoi ça, à la fois je suis déçue, un peu embêtée parce qu'il y a beaucoup de divisions, et je me rends compte que moi, ça me permet de voir différemment mon propre vécu par rapport aux classes sociales, quoi. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je suis complètement obsédée par les classes sociales et par les différences sociales, par les frontières sociales dans ma vie. Et ce que je trouve fabuleux avec Nage, c'est que d'une manière ou d'une autre, en produisant un contenu culturel ensemble, on ébauche ce que pourrait être un petit peu ce que j'imagine comme une société sans classe, et moi je trouve ça magnifique. Voilà. Donc moi j'étais impatiente cette année pour faire les classes sociales parce que je m'étais dit ouais ça va être, pour moi ça me paraissait facile. Contrairement à la patrie qui était compliquée et tout ça, je me suis dit enfin ça va être un truc où c'est mon monde. D'une part c'est un mot que j'ai tellement entendu, cas social, t'es un cas social. Donc je me suis dit, j'aurais beaucoup de matière à apporter, j'aurais beaucoup de choses à dire, parce que voilà. Mais en fait, c'est tellement vaste que je commence à me reperdre encore par moi. Moi, j'ai bien aimé les différents groupes et de voir que finalement chacun a des histoires complètement différentes et qui se rejoignent tout de même.
Et ce qui me plaît beaucoup, c'est le côté un peu magique et fédérateur des histoires différentes et communes quand même. Eh ben, merci pour ce beau week-end. Bonne vie d'ici là. Mais moi, ce qui me questionne, c'est si on ne fait pas d'omelette, c'est parce que dans notre même classe sociale, il y a des gens avec lesquels on n'est pas du tout d'accord. Du coup, est-ce qu'on est dans la même classe sociale ou pas? Parce que pour moi, il y en a une en bas, il y en a une en haut. Et celle d'en bas, on s'entretue comme des tarés, quoi. On a l'impression que les autres, c'est pas, ils sont au-dessus. C'est une autre sphère et c'est entre nous qu'il y a un malaise. Alors, si on n'arrive pas à faire d'omelette, c'est parce qu'entre nous, entre les dominés, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Hein, mais peut-être que le véritable ennemi, c'est ça. La séance qu'on a fait sur pourquoi on ne casse pas d'omelette, il y avait plein de choses à partir desquelles on peut, je pense, écrire. A priori, ça n'empêche pas de retourner en chercher. Mais là où on est plus faible, c'est notre ennemi commun. Comment on le décline dans notre quotidien et pas seulement dans les discours télévisés. Et pourquoi faire? On cherche juste ce qu'on arrive à... Il faut qu'on réfléchisse, là, c'est dur. J'ai un ennemi qu'on va pouvoir montrer. L'écran. Les grands ennemis, la classe dominante, on va dire. On va se démerder pour faire un truc là-dessus. J'ai besoin de décliner nous, puisque nous, la classe dominante, à part à la télé, on la voit pas. Tiens, l'ennemi, c'est le détenteur du capital qui le fait fructifier. Enfin, qui continue à profiter du système pour augmenter son capital. Donc on n'y a pas accès en fait, même au quotidien, pour le coup, si c'est ta question un peu du quotidien, comment ça se décline, il est rare, parce que numériquement il est rare. Quand je vois les CRS qui portent de la chapelle, qui prennent les gens, qui les balancent, tout ça, ben pour moi, c'est ça la pire oppression en ce moment, je n'en ai pas d'autre. Pour mon pire ennemi, pour moi, c'est ça. Pour moi, ça doit faire partie de ce spectacle, la question des étrangers. Donc, tu vois, travailler sur en quoi on est concerné par tout ça, bien sûr. Alors en fait, dans l'analyse marxiste, on trouve principalement deux camps ennemis, deux classes antagonistes. Alors, on trouve d'un côté le prolétariat, et de l'autre, la bourgeoisie. Alors attention, je m'assois sur la bourgeoisie. Et tout le pouvoir est organisé pour permettre à une classe, devinez laquelle, d'exploiter l'autre classe. Une classe dominante qui vit sur le dos d'une classe dominée, d'accord? Ce n'est pas Monsieur Mittal qui fait vivre 20 000 travailleurs, ce sont 20 000 travailleurs qui font vivre Monsieur Mittal. Alors aujourd'hui, ce prolétariat, il représente plus de 60% de la population française. En fait, pour trouver le prolétariat aujourd'hui en France, on prend les ouvriers, ils sont 30%, on ajoute les employés, on peut même ajouter les franges les plus modestes du côté des artisans, des commerçants et des agriculteurs, et on obtient quasiment 2/3 de la population française, environ 65%. Et pourtant, ils ont totalement disparu de notre imaginaire social. Franchement, qui parle encore des prolos? Les prolos, aujourd'hui, ils ont disparu des écrans de cinéma, ils ont disparu des romans, ils ont disparu des programmes télé, des programmes radio. On a fait disparaître du paysage social, ou en tout cas du discours sur le paysage social, plus de 60% de la population, et on en a fait une classe fantôme. Moi, par exemple, j'ai posé la question à mes parents. Je leur ai demandé à quelle classe sociale
est-ce qu'ils appartenaient? Alors, je veux dire, plus prolo que mes parents, tu meurs. Hein. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? On appartient à la classe moyenne. Bah tiens, ils vont pas se revendiquer d'une classe fantôme. Je sais pas si vous voyez le danger, parce que si en fait on appartient tous à la classe moyenne, cette espèce de ventre mou, eh bien la lutte des classes n'a plus de raison d'être. Et l'action révolutionnaire est en panne. Et que l'enjeu, ça va être de comment est-ce qu'on parvient collectivement à se construire en tant que classe révolutionnaire. Peut-être on pourrait chercher dans notre vie de tous les jours, dans notre vie, la lutte des classes, elle nous percute où et à quel moment on la voit. Et à partir de là, en réfléchissant, tirer des petites fils qui peut-être nous amèneraient à des nouvelles formes, à des nouveaux récits qu'on pourrait mettre en scène. Peut-être on peut aller chercher quand est-ce qu'on est le cul entre deux chaises des deux côtés. Tu vois, des fois on est allié à, et des fois on sent bien qu'on n'est pas allié à et que c'est ailleurs. Et donc peut-être c'est un peu douloureux, mais pour ceux qui ont envie de se faire un peu mal aujourd'hui, vous pouvez y aller et on essaiera de monter cette scène en s'aimant. C'est-à-dire pas en jouant. Je voudrais aujourd'hui qu'on travaille que avec des personnages qu'on aime. C'est-à-dire pas des gros salauds, pas des connasses, pas des je sais pas quoi, des personnages dont on peut être proche aussi, même si il y a un moment où ils font un truc, mais du coup on va, tu vois, d'essayer de le décliner et de le comprendre pourquoi. Pas pour être dans le jugement, mais pour être dans, oui, je reconnais ça aussi chez moi. Ça va, c'est clair ? Travaillé sur la famille, on a eu des histoires hyper intéressantes sur lesquelles on a pu tirer des fils. Et je pense qu'on aurait eu 1 heure de plus, on aurait tiré encore plus les fils. Et donc on a mis sur le plateau 2 scènes, et on en a 2 autres qui vont être écrites. Donc c'est sous forme de voix intérieure, de questionnements intérieurs. D'accord ? Mais Carole, t'as menti à ton fils. Tu n'as pas le bac. Oui. Dis, pourquoi tu n'as pas le bac? Parce que dans ma famille, ils s'en foutaient que je réussisse mes études ou pas. Pourquoi tu as eu le besoin de lui mentir? Je sais pas. Je sais pas comment ça m'est venu. Mais ce que je sais, c'est que je voulais qu'il réussisse. Je voulais pas qu'il galère comme moi j'ai galéré. Et ça me fout en colère. Ça me fout en colère de lui avoir menti. Moi, je suis syndicaliste, je suis à la CGT. Je suis toutes les grèves, toutes les manifs, j'y suis. C'est super, Christine, t'avais raison sur les prix. C'est ça, faut qu'on y aille. Hé, regarde la banderole. On va être super nombreux. Oh, c'est bien, je suis fière de Le prochain, pendant qu'ils vont être au conseil départemental, alors nous, on sera devant la grille. On les bloque. Ça va être formidable, quoi. Vraiment, hein, tu vas voir. Tu viens avec nous? Allez. Ben là, T'es malade? Je vais être lâche. Là, je peux pas, parce que c'est... De les avoir en face de moi, là... Ben, solidaire. Ouais, mais là... Bah, là t'es comme trop. nous. Là, c'est trop pour moi. On te représentera, va. Voilà. Là, ça fait 15 jours que ça s'est passé.
Et j'en suis encore malade. Ça me fout les boules de pas avoir pu être avec eux. Moi, je fais toujours toutes les manifs, toutes les grèves, enfin autant que je peux. Et là, celle-là, elle était super bien organisée. C'était vraiment local, là où je travaille, face à la direction. Et c'est voilà, les gens qui se trouvaient en réunion ce jour-là en conseil, les directeurs généraux. Je travaille tout le temps au quotidien avec eux. Et là, j'ai pas eu le courage d'aller face à eux, manifester devant eux, juste en face à face. Parce que c'est cadre dans la vraie vie. C'était difficile et je l'ai mal vécu. C'est mon petit... Ok, ben là je comprends, merci. Alors le sac congélation, il est où? J'ai pas pris j'en ai pas. Ah bah Madame Paulin, le sac congélation. Ah si vous n'avez pas de sac congélation, je ne peux pas vous vendre des produits frais. Mais attendez, j'en ai 2, donc peut-être que je peux lui en donner un. Oui, enfin c'est gentil Madame Chameroy, merci. Alors Madame Paulin, écoutez, la prochaine fois, vous apportez votre sac de congélation. Vous le mettez dans vos autres cabas, d'accord, avec lesquels vous arrivez, et tout ira bien, d'accord? Sinon vous cassez la chaîne du froid, hein. Là on est responsable, hein. Allez-y. On a beaucoup de légumes et fruits. Donc, comme c'est que du bio, donc je sais que vous aimez bien ça. Voilà. Donc, je vous mets un peu de tout. Oui, bah en fonction de ce à quoi j'ai droit, mais... Ah, mais vous avez droit, bien entendu, à tout, hein. Ouais, ok. Ouais, écoutez, Madame Paulin, écoutez, là, la viande, faut la partager, d'accord, avec les autres. C'est pas très bon pour la santé entre nous. Enfin, moi je vous dis ça, c'est un conseil, hein. C'est pas un conseil d'amis, mais... les enfants. Oui, non, mais enfin, la viande, écoutez, quand on en mange trop, c'est pas bon, hein. D'accord. Voilà. Allez, allez-y. Allez chercher les légumes là-bas. Voilà. Ah, puis dites-moi, les petits produits qui sont là, ça s'appelle comment déjà plus? Ça, oui, c'est du curcuma. Ah voilà. Eh ben oui, parce qu'elle ne connaissait pas. C'est du curcuma. Ah bah oui, voilà. Du curcuma, Madame Paulin. C'est bien, vous connaissez Madame Chabrol, vous cuisinez avec ça? C'est sympa, hein. C'est un petit goût de curry sympa, Madame Chabrol. Ouais. Oui, Madame Paulin, ça va donner du goût, c'est meilleur que le ketchup. Est-ce qu'elle va en prendre? Allez, mais bien sûr elle en prend, hein. Allez, hop là. Voilà. Écoutez, s'il n'y a plus rien d'autre... Voilà, ça y est, ben vous êtes servis, là. Eh ben je vous remercie beaucoup, à la semaine prochaine. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir, Madame Chabrol. Elles sont sympas, hein, vos chaussures. Hein. Ouais, super sympa. Misère. Qu'est-ce qu'on fait à Noël? Oh bon, on reste ensemble, hein. Et si on allait au ski? Ouais. Oh, ça fait 20 ans que j'ai pas skié. C'est super. Ah ouais, là c'est vraiment chouette. Tous ensemble. Ah oui, tous ensemble. Hein? Les enfants vont se marrer. Hein. Ah ouais, c'est chouette. Où on va? Alpe d'Huez? Ah ouais. Un chalet, 3 étages. Une chambre pour chaque famille. 3 salles de bain, une à chaque étage. Jacuzzi. Oh là. Oh, ça c'est super ça. Moi je suis partante. Ah ben alors. Oui, mais moi, après, ça va me prendre toutes mes vacances d'été. Je pourrai plus rien me payer pour mes 2 mois d'été. C'est comme l'année prochaine. Ah bah les forfaits ils ont pas augmenté, c'est cool. Oh, bah ça c'est bien. 50 € toujours? Super. 50 € ça va. Par jour? Oui, ça va. Correct. En fait, je sais pas s'ils se rendent compte que pour moi qui suis institutrice, c'est super cher, quoi. Et j'ai pas trop envie de leur dire non plus. En même temps, j'ai envie de faire comme si tout allait bien. Mais je me rends compte que c'est quand même pas facile. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je pourrais y aller tous les jours, moi, au ski. Ok, merci. C'est pas très bien. On a un bilan du week-end à faire. Il y a un temps d'un quart d'heure, 20 minutes de réaction, discussion. Par rapport aux classes sociales, comme on le pense, prolétaires, machin, intellectuels, tout ça, j'ai l'impression qu'on veut nous assigner un rôle. Et moi, cette assignation m'est insupportable. Tu dois rentrer dans cette boîte et t'en sors pas. T'as un prolo, tu bois du pinard, tu manges du camembert, t'achètes une baguette et tu fermes ta gueule. T'es un télo, tu regardes des films en VO, hein, et tu écoutes France Q, et puis, voilà. Et donc, pour moi, ça, je m'y reconnais pas. Moi, je suis pas d'une
Je suis d'aucune classe sociale si c'est ça. Par contre, si... ouais, moi je dois travailler pour vivre, j'ai pas de capital, j'ai pas de... Et puis quelqu'un qui gagne même 5 000 €, eh ben pour moi il est pas riche. C'est pas ça. Voilà. Pas d'analyse toute faite, juste on écoute ce que dit l'autre avec sa spécificité. Et je me disais, il est où le droit de choisir sa vie, d'orienter sa vie du côté de ses préférences et non pas du tout de la classe d'où on vient. C'est pas ta famille qui le détermine, c'est ton libre arbitre normalement. Mais c'est pas toujours vrai, les pressions sont tellement fortes que quelquefois il y en a qui ont leur vie bousculée, bousillée. Ouais, on est assigné socialement et en même temps, je pense qu'on a, enfin, moi, et y compris avec le travail fait ce week-end, je pense que ça peut être légitime d'avoir envie de se sortir de cette assignation. Parce que l'assignation sociale, y compris de la classe ouvrière, pour prendre ce terme-là, c'est aussi une assignation sociale qui va avoir avec l'ordre dominant. Bon, je veux dire, voilà. Donc je pense que ça peut être légitime, c'est pas seulement une trahison de vouloir s'en sortir, mais c'est quand même aussi l'idée qu'à l'intérieur de la classe sociale du prolétariat ou de la classe sociale de la classe ouvrière, peu importe le terme, on n'est pas non plus tous pareils. À travers nos vies, nos expériences, alors il y a les différences de salaire qui sont une réalité, un fait, et qui ont des conséquences très concrètes sur la vie de chacun et de chacune tous les jours. Mais il y a aussi des différences parce que d'études. Et donc je pense que c'est important à la fois de vouloir faire sens commun, et donc d'où la désignation de l'ennemi me semble quelque chose d'assez fondamental. C'est pour ça que je trouve bien ce que tu as dit tout à l'heure, Fabienne, de dire faut qu'on voie bien clairement l'ennemi, qu'on le désigne dans la pièce qui sera jouée. Moi, je m'étais jamais posé la question de savoir à quelle classe j'appartiens, parce qu'on me le montrait, à mon avis, on me l'avait déjà assez montré, donc je m'étais jamais posé la question de savoir si je suis classe pauvre ou classe modeste. Voilà. Mais bon, ceci dit, je repars quand même avec quelques billes et on verra ce que ça va faire. J'ai quand même encore l'impression qu'on a tous beaucoup de mal à se situer, à se clarifier. Quand j'entends des copains dire « moi je suis de la classe moyenne », j'ai l'impression qu'on est toujours tenté par cette espèce de ventre mou idéologique, quand soi-même on est obligé de se positionner. Le cul entre deux chaises, c'est quelque chose de... Cul entre deux chaises, ventre mou, on est encore dans une société qui n'est pas très musclée pour, comme demandait le copain, de recréer la classe révolutionnaire, c'est ça? Oui. Voilà. Il manque encore un peu de muscle, quoi. Il y a des abdos à faire encore. Ça fait 2-3 ans que je suis là. Mais pour moi, la classe sociale, du coup, ça me touche vraiment plus que les autres. C'est pas que les autres, je n'ai pas aimé. Hein. J'ai bien mis jouer mes rôles, mais comment. Pour moi, là, je repars encore plus fort pour justement m'investir encore plus que je peux en faisant maximum pour faire le. Comment on appelle ça? Mais pourquoi ça te touche plus que les autres années, classe sociale? Parce qu'avant, pour moi, il n'y avait qu'une classe, on était tous pareils et égaux, quoi. Il y en a juste qui ont eu la chance de faire des études. Il y en a qui n'ont eu pas de chance. Voilà, je veux dire, c'était pour moi, c'est le mouvement de la vie qui était comme ça, quoi. Pour moi, une classe sociale, c'était pour tout le monde pareil, quoi. C'est pas. Et en fait, là, j'ai découvert que non, il y a plusieurs classes, en fait, différentes. Et je me dis. Nous, ce qu'on a fait avec Émile, le travail, c'est déjà fort. Moi, je suis un peu dans la même situation, donc c'est vrai que ça m'a touchée aussi. Et je me dis, moi, je veux m'investir encore pour cette année, plus, voilà. En fait, moi, les classes sociales, je savais pas ce que c'était. J'avais le concept, tout ça, mais j'étais perdue avec toutes ces classes, classe moyenne, classe populaire, classe dirigeante, machin, etc. Et du coup, tout le travail qu'on a fait là de ces week-ends m'ont appris une chose essentielle, c'est qu'en fait, il y a les dominés, les dominants, et que si on veut lutter, il faut pas qu'on se divise dans des dominés. Et toutes les conférences et les pinsons Charlot et tout ça ont mis l'accent sur cette évidence que moi j'avais pas.
et que du coup, j'arrivais pas à me situer dans les classes sociales parce que ça me parlait pas. Là, avec 2 classes, ça me parle bien. On a simplifié la chose. Oui. Bah oui, Et du coup, la lutte pour moi est beaucoup plus est faisable. Aujourd'hui, même si c'est compliqué, même si il faut s'organiser, là on sait, pour moi, je sais avec qui je vais me mettre pour lutter contre qui je vais lutter. Eh ben, tu vois, Jean-Paul, objectif réussi. Ce week-end, j'ai appris quelque chose. Bon, sur les classes sociales. Moi, j'ai appris une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir... parce qu'il y a des bacs, je sais pas combien, des bacs 1, des bacs 8, des bacs plus. Et moi, je dis que la culture, c'est pas seulement un bac 4, un bac 8, mais c'est aussi faire travailler ses neurones, lire. Et je me suis aperçue qu'ici, même s'il y a des gens qui n'ont pas de bac 8, pas de bac 4, j'ai trouvé des personnes vraiment très intelligentes, en fin de compte, très complètes, très, extraordinaires, si on veut. Moi, je suis toute petite, mais en même temps, je me sens grande. Et ça, c'est très, très important. Et pour moi, la culture, c'est ça. Et c'est ce que j'ai appris ce week-end avec beaucoup de personnes. Pour moi, toutes les rencontres sont possibles avec toutes les personnes, en fait. Quand on sort des enjeux de pouvoir, de domination, elles peuvent vraiment, pour moi, se faire avec n'importe qui. Et elles se font plus, pour nous, je le vois, entre nous, elles se font à un niveau plus émotionnel. Et là, on dépasse toutes les classes sociales, toutes les barrières. Quand on se rencontre sur un plan émotionnel, comme aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu beaucoup de partage à ce niveau-là. Et du coup, c'est ces affinités-là qui sont plus fortes que toutes les autres, que tout ce qui est matériel. Et je me raccroche à ça. J'ai l'impression que c'est le premier week-end où je nous sens faire groupe de manière extrêmement forte, comme si en fait c'était le premier week-end où on s'était, ça y est, approprié ce sujet ensemble, mais aussi intimement. Et du coup, je trouve ça super beau de me dire, c'est le dernier avant l'écriture, et en même temps pour moi c'est le premier de la suite, quoi. Voilà, donc je suis très contente qu'on ait constitué ça ce week-end-là, quoi. À partir de demain, je suis mal, nous attaquons l'écriture. Et moi, attaquer l'écriture est une angoisse absolument terrible chaque année. Je sais que chaque année, depuis 20 ans, on arrive à écrire un spectacle. Je sais bien qu'on va y arriver. Mais comme au début, je suis perdue, je suis dans une angoisse monumentale avant de démarrer. Moi, je vais vous dire ce que j'ai dans la tête comme grande partie. Je n'ai aucune préfiguration de ce que ça va être la mise en scène, ni de ce qui va être le lien général, parce que ça, on va le découvrir au bout du 3e ou du 4e jour de travail avec Célia et Jean-Paul. C'est rare qu'on l'ait le premier jour. C'est arrivé, mais c'est plutôt rare. Moi, je pense que dans ce spectacle, il faut qu'on nomme l'ennemi. Donc, il faut qu'on dise qui est l'ennemi et qu'on joue qui est l'ennemi. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. Pour l'instant, on a tout ce que nous ont raconté les Pinsons Charlot. J'ai beaucoup envie qu'on travaille parce qu'on a de la belle matière sur pourquoi on ne fait pas l'omelette. Après les Pinsons Charlot, il y a eu des courtes histoires, mais il y en a eu beaucoup. Et il y en a eu d'autres depuis qui sont sur ce thème-là, qui n'ont pas été données dans ce week-end-là, qui ont été données après, mais qui rentrent pour moi dans cette question-là. Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi on n'y va pas à lutter, enfin à se mettre en résistance fort et en lutte et en révolution? Donc ça va être pour moi une des grandes parties de ce qui va nous occuper sur ce spectacle. Et puis après, il y a tout ce qui est sur avoir le cul entre deux chaises et sur l'humiliation des classes dites en dessous et sur la difficulté qu'on a avec ses parents, enfin quand on a changé de classe avec ce qui se joue avec ses parents et tout ça. Pour moi, c'est un corpus qui est assez flou encore, mais dans lequel il faut prendre des 3 trucs. Ça va, c'est clair ce que je vous raconte? Voilà, moi où j'en suis, avec ce qu'on a, c'est grosso modo, c'est ça.
Je lui ai dit que j'aurais bien voulu habiter à Jacques-Duclos, quartier calme de Saint-Denis, pas d'émeutes, pas de drogue, j'aurais pu y retrouver des anciennes voisines, pas d'incendie. Elle aime, elle étudie mon dossier, et elle me dit que c'est trop cher pour moi. C'est pas utilisable la fin, c'est pas comme elle est, mais puisque tu voulais un truc sur le logement, qu'on ait au moins un récit, une petite histoire en récit là-dessus, non? En fait, elle fera un récit où elle a un interlocuteur qui est l'assistante sociale, pour qu'on ait quand même la pression jouée. Et puis moi je trouve ça fabuleux, les concierges qui font la pub. Qui font la pub, on croirait des agents immobiliers. Je sais pas, ça ou un récit, moi j'ai pas de. Ça peut être un récit. Pour moi, on s'est dit que les récits, c'est plus sympa, intime de chacun à sa propre place. Oui. Bon, donc je l'ai noté dans les scènes d'humiliation. Ouais. Et on verra si on trouve une idée ou si on trouve un truc sur une espèce de cœur des humiliations, si on a envie d'en caser d'autres. Ouais. Bon, ben bonne année d'abord. Ouais. Bon, ce putain de texte est écrit. Donc, il y en a une partie d'entre vous qui l'ont eu puisqu'ils ont Internet. Et puis, il y a les A numériques qui n'ont pas eu, c'est les pauvres, comme d'habitude. Ils ont été spoliés, c'est normal. Il y a les numériques qui perdent le mail. Voilà, et donc ils vont l'avoir aujourd'hui. On a écrit ce spectacle avec l'idée de faire une présence permanente des riches dans un espace qui leur est dédié et qui sera dans la partie au centre et au fond de l'espace scénique, sur lequel il y aura en permanence un banquet qui est celui des riches. Le spectacle commence avec un échange dans le noir qui sont des voix de nous. C'est c'est l'état de la complexité de la discussion, vous le verrez en le lisant. Ensuite, on a les annonces des riches qui rentrent, qui vont constituer un groupe, mais qui va diminuer de manière à ce qu'on n'ait qu'une dizaine de riches, parce qu'on ne va pas y consacrer non plus toutes nos forces. Il y a 5 ou 6 choses qui sont des récits. Alors, dans les récits, c'est important parce qu'en fait, il y a 2 types de récits. Il y a des récits où il y a, qui annoncent, enfin, qui présentent des vraies scènes réalistes, comme le relogement, ou à la fin réaliste, mais où il y a du texte, où il y a quelque chose à jouer, avec de la parole. Et il y a des récits où il n'y a que la personne qui fait le récit qui parle, et à côté, il y a une scène muette qui, elle, du coup, ne sera pas réaliste, qui sera plus onirique, plus grande, plus déjantée, enfin voilà, qui ramènera quelque chose de ce qu'il y a dans la tête de la personne qui fait le récit et dans nos têtes à nous quand on nous parle de ça. Le final, on a voulu qu'il soit assez violent, de manière à remettre les pendules à l'heure, quelles que soient les choses qui ont pu se dire, se faire, se comprendre, etc. Donc il y a le banquet où il y a 7 personnes qui se congratulent chez les riches. De chaque côté de la scène, il y a, du côté des riches, il y a un groupe de 2 personnes avec un valet qui ont un fusil, chacun des groupes, et qui font un tir au pigeon. D'accord, oui. Sauf que les pigeons, c'est nous. Et donc, à chaque fois qu'il y a un coup de feu, il y a un des dépossédés qui tombe. Donc, on aura sans doute mouvement de foule ou pas, on verra comment ça se gère. Mais donc, il y a des morts,
parce que l'existence des riches provoque des pauvres chez nous. Oui, voilà. Il y a un jeu sur la gratuité, la futilité des plaisirs des riches et les effets qui se passent là. Voilà. J'ai l'impression cette année qu'on se dirige vers quelque chose de l'ordre des percussions, mais des percussions qui ne sont pas des percussions classiques, c'est-à-dire que peut-être on tapera sur des cartons, sur des morceaux de polystyrène, sur des choses comme ça. La prochaine fois, on commencera à faire de l'exploration avec principalement ces percussions, parce que je n'ai jamais fait ça. Comme tous les ans, on explore quelque chose. Cette année, je pense que c'est ça qu'on va explorer. D'accord? Vous y pensez? Je compte sur vous. Merci. Monsieur François Pinault, 15 milliards, vient de racheter la moitié de la maison Gucci. Bravo. Monsieur Bernard Arnault, 45 milliards, voulait racheter la maison Gucci. Où est ce salopard, ce chien galeux, ce rat puant? Je vais te faire la peau, je te saignerai à blanc, je te ruinerai. Tu pourras même pas racheter ta tia en faillite. Bonjour papa, je suis contente de te voir. Moi aussi ma poule. C'est qui celui-là? Le président du conseil départemental, mon chef. Ah. Alors, qu'est-ce que tu as envie de manger aujourd'hui? Je vois qu'il y a des entrecôtes. Ça te dirait? Il y a des frites? Oui. Je veux bien avec un coup de rouge alors. D'accord papa. Alors, tu es allé prendre l'apéro chez le beau voisin qui t'avait invité? Bah non, c'est un con. Il fait du bruit tous les soirs. Hier soir, j'ai même pas pu regarder le film. J'ai pris le balai pour taper, mais ils ont pas répondu. Ils ont pas arrêté même. Puis elle vaut pas mieux. Hein. Dis pas bonjour dans l'ascenseur, les gosses non plus. Ils parlent même pas français. Putain, j'ai soif, moi. Papa, fais attention, tu bois la carafe. Oh, quel con je fais. Je voudrais rentrer au Racing Club, vous m'introduiriez? Bien sûr, je vous parraine. Les droits d'inscription sont de 6 870 €, puis... C'est le prix de la bonne compagnie, ce n'est pas cher payé. Je vous vois aux courses dimanche. Non, mon étalon est fragile ces jours-ci. Il ne courra pas cette semaine. Dommage. Il y a des questions, de trucs pas compris, de choses comme ça auxquelles il faut qu'on réponde. Le Racing Club, parce que pour moi, spontanément, ça faisait équipe de foot. Et ça faisait pas club de riches. Ah oui, c'est vrai, moi, c'est basé. Et ça fait parce qu'on n'y connaît rien, parce que le vrai nom, c'est quand même ça. Ah bah oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Monsieur Ernest Antoine Sellière de la Borde, fils de Madame Sellière, née Renée de Vindel, et son épouse Antoinette Sellière, née Barbet, refondateur du MEDEF, président de tous les entrepreneurs, dit-il, baron. Seuls les maîtres d'hôtel m'appellent ainsi. Sur tous les tableaux sur les riches, vous avez deux difficultés. La première, c'est que vous avez l'idée que vous vous faites des riches, donc vous voulez les minauder, les rendre précieux, etc. Oubliez ça. C'est des bêtes féroces. Oubliez le côté salon. Ce n'est pas des gens de salon. C'est des gens qui se font des milliards au CAC 40. Ok. Monsieur François Villeroy de Gallo, ancien président de BNP Paribas, nouveau président de la Banque de France. Ah, vous voilà enfin! Votre nomination fait grand bruit. Mais dites-nous, une pétition pour qu'on fonde la télé dès votre première semaine d'arrivée, n'est-ce pas trop difficile à gérer? On a tous connu ça. Heureusement que Moscovici vous a défendu. C'est un bon petit gars, hein? Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Mais non, comme le dit mon ami Ernest Antoine Sellière, les intérêts des entreprises recoupent l'intérêt général et même l'intérêt national.
On est tous dans le même bateau. État et bon. Ok. Oh bah tu vas recommencer, hein. Tu nous en as joué des choses de Noëlla qui a la flemme et que ça fait chier et que tout le bordel. J'ai une émotion, j'ai un truc là. Ah bah oui, mais ce que tu nous en donnes n'est pas tout à fait ce qu'on aimerait en voir. Est-ce que quand je rentre, je peux parler de tout de suite? Oui, j'attends. presque. On va commencer comme ça, voilà. Pour l'instant, la petite fille, je la veux courir partout. Je veux qu'elle court, hein. Et toi, tu as tout ce plateau pour aller faire jeter des trucs, lancer, regarder le jardin, tout. Et toi, ne fais pas les gestes, puisque tu as elle qui les fait. Ah mais c'est vrai, moi je suis là pour... Eh ben oui, mais là, t'avais déjà envie de lancer les cotillons. Alors tu lances aucun cotillon, c'est toi là-bas qui les lance. Oui. D'accord? Bah oui, ça... Et tu viens bien, Noëlla, à la moitié du plateau, c'est-à-dire face à la caméra de René. On va l'essayer comme ça parce que j'ai essayé côté et côté et ça ne va pas. Je préfère, je crois, une conteuse a priori au milieu et tout ce qui se joue autour plutôt qu'une conteuse sur un côté et le reste du plateau. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Paul? Rien pour le moment. C'est parti. J'avais 6 ans. Ma copine Inès m'invite comme dot de ses copines pour son anniversaire. Moi, j'étais toute excitée. J'avais jamais été chez personne de la classe. Je mets ma plus belle jupe et je demande même à maman de me coudre une fleur en tissu dessus pour l'occasion. Chez Inès, il y a un grand jardin. On fait plein de jeux, on rigole, on lance des cotillons. C'est une vraie fête. Après le gâteau, je me permets de ramasser les cotillons par terre. Ils sont tellement beaux. Ils sont pleins de couleurs. C'est magique. J'aimerais bien en emmener à la maison. Je me penche pour ramasser une boule rose, une verte, une bleue. C'est un vrai trésor dans ma main. C'est du vol ce que tu fais. Tu n'as pas payé les cotillons. Tu n'as pas le droit de les ramasser. Autour de moi, j'avais plein d'enfants qui se mettaient des cotillons dans la poche, qui ramassaient des boules colorées. Mais elle ne me l'a dit qu'à moi. Seulement à moi. De tous les enfants de la classe, j'étais la seule fille d'ouvrier. J'ai envie qu'on fasse comme si... Parce que là, c'est un peu bordélique. Je sens que vous ne vous écoutez pas. D'accord. Ça a marché que déjà. Ce que j'aimerais, c'est qu'on soit vraiment tout de suite, dès maintenant, dans la création d'une partition musicale. C'est-à-dire que là, vous êtes chacun devant un instrument. Donc, restez-y pour l'instant. Et essayez de créer quelque chose qui ait un début, qui ait un développement et qui ait une fin. D'accord ? Donc, c'est des choses commencent toujours par du silence dans la vie. Donc, on va écouter le silence.
On peut y aller? Des fois, on fait des erreurs. Vous me faites pas 3 plombes de j'ai fait une erreur, 1000 excuses et j'en parle à tout le monde et je me suis trompée, je veux pas le voir. D'accord? Ça arrive. Bonjour. Vous devez être Mademoiselle Bonneau. Maître Bourdico, huissier de justice. Nous sommes là pour procéder à l'expulsion de votre habitat, hein? De votre maison. Alors on va rentrer, d'accord? Vous faites d'abord le salon et ensuite la cuisine. Maître Bourdico, bonjour. Alors, après plusieurs relances, restées malheureusement sans réponse, je suis là pour procéder à l'expulsion de votre habitat, hein, de votre maison. Alors, j'ai amené quelques cartons, voilà. Bleu. Je peux pas que vous emmenez ma mène. C'est une mène de ma grand-mère. J'en ai rien à foutre. Mais je m'en parle. Faites remettre les gens, s'il vous plaît. Calmez-vous. Un pisteux là, Carrie. Le meuble, c'est à moi. C'est pas les choses plus difficiles, s'il vous plaît. Faites mon travail, madame. C'est moi faire mon travail. Toi, t'es le capitaine. Alors, on a apporté des cartons. Mademoiselle Bonneau, s'il vous plaît. Vous allez aller dans votre chambre. En fait, dans cet universel bordel, la seule personne sur qui tu te sens avoir une quelconque autorité, c'est la môme. Donc, quand tu vois que tout fout le camp, mademoiselle, vous allez remplir et vous allez participer avec nous à l'expulsion. Voilà. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui allait m'obéir. Ça va aller. Le monde remarche. Voilà. S'il vous plaît, mademoiselle Bonneau, vous allez aller dans votre chambre et vous allez mettre dans ce carton toutes vos affaires, tous vos jouets. Vous allez procéder à l'expulsion avec nous. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tarés ou quoi là? Mais à 6h du matin, ils sont complètement gisés. Putain, mais ça va pas d'entraîner les gens comme ça en pleine nuit. Il est 6h du matin. On n'est pas en boîte de nuit. Vous croyez où? C'est une marche des chômeurs. On est chômeurs. Alors, tu vois, tu reprends. Ben, on est chômeurs. T'es pas étonné? Qu'est-ce qui se passe là? Mais ne fais pas trop de mimiques, sinon ça fait tout faux. Ouais, tu vois? Ressente le truc. On n'est pas en boîte de nuit. Hein. Vous croyez où? C'est une marche des chômeurs. On est chômeurs. C'est pas une raison. C'est la marche des chômeurs. C'est la fête. Non mais c'est n'importe quoi. Nous, on est là pour vous soutenir. Plus violent que ça. Non mais c'est n'importe quoi. Nous, on est là pour vous soutenir. Vous nous gueulez dans les oreilles 6h du matin avec vos chansons. Si encore c'était des bonnes chansons, mais là, votre truc, mais c'est de la soupe. Et le vivre ensemble, hein. Le vivre ensemble. Oh là là, mais vous êtes des sales bourgeoises en fait, toutes coincées. Les bourgeoises, là. On n'a pas besoin de vous, hein, d'accord? C'est pas une question de se plaindre, c'est une question de se dire des choses pour l'avenir du projet, sur ce qu'on est en train de faire, pour le fonctionnement de notre groupe, les trucs qu'il y a à dire, quoi. Que je comprends aujourd'hui complètement le sens de ce que ça veut dire l'éveil musical. C'est incroyable, quoi. Je prends un plaisir extraordinaire à être déjà, à faire partie d'un groupe et je sais pas, et de prendre une place au milieu d'un groupe qui fait de la musique, qui ressemble à quelque chose, qui est agréable. Enfin, franchement, je trouve ça génial. C'est bien de travailler d'abord les scènes avec des comédiens et ensuite on vient les faire sur la grande scène. Je trouve que c'est un mode de fonctionnement assez utile, voilà. Par contre, des fois, ça cafouille un petit peu parce qu'on n'est pas assez pour répéter et du coup, il y a des scènes pour lesquelles on ne peut pas s'entraîner avec le comédien. Donc ça, c'est un petit bémol. Mais sinon, par rapport au temps mort, le fait que je ne sois pas beaucoup sur le plateau,
Eh ben c'est pas grave parce qu'il y a l'atelier musique, il y a des petits coins pour aller s'entraîner juste à 2-3 ou pour réviser son texte, donc c'est pas gênant plus que ça. Moi je voulais juste te dire à l'ensemble du groupe, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour moi, mais on est sur deux trucs, entre la scène de l'épicerie sociale, où c'est que moi je vis très, très mal ce moment-là, puisque je suis entre deux choses, où c'est que je veux pas cautionner, donc je vais gérer ça à Besançon, mais par contre, quand on s'entraîne, faut pas croire que c'est de la rigolade, quoi, parce que moi je le vis vraiment. Et tout à l'heure, on a fait la répétition, tout ça. Quand je fais l'assistance sociale, machin, c'est pas là qu'on rigole, c'est surtout quand on est à l'épicerie. Et c'est là que tout à l'heure, je me suis tournée pour que pas déconcentrer Claudine et les autres, mais j'ai pleuré parce que ça me touche vraiment. Parce que moi, je vais aller au Resto du Cœur et elle m'avait donné au départ 2 steaks et elle ne m'avait pas donné de yaourt. C'était des yaourts nature, il n'y avait même pas de fruits. Et j'ai dit, je n'ai pas de yaourt cette semaine. Elle m'a dit, je vais te donner tes yaourts, mais elle m'a repris mes 2 steaks. Donc j'ai mes 4 yaourts pour la semaine, mais je n'ai pas un morceau de viande. Donc pour moi, c'est très dur parce que moi, je me remets du coup. Voilà, mais je voulais que l'ensemble du groupe... Vous voulez remettre de l'enjeu sur cette scène-là. Sur cette scène-là, qu'il ne faut pas croire qu'il faut rigoler parce que c'est... Non, mais on rigole pas, mais tout à l'heure... Voilà, et c'est Il faut la porter sérieusement. Voilà, il faut vraiment que les gens qui la prennent, la portent sérieusement, parce que comme Clara disait, forcément dans le public, il y en a peut-être qui vont rire, mais en même temps, on est là pour vous montrer... Mais on va rire aussi parce que c'est tellement dramatique qu'on rit de ça. Voilà, mais entend aussi ça. C'est pas forcément mal intentionné, c'est que quand on joue un rôle, des fois on l'absorbe en vrai. Et qu'il faut en sortir. Aujourd'hui, j'ai passé une belle journée formidable avec tout le monde et Fatima, elle m'a vraiment poussé, bossé partout. Elle me suit pour mon texte. Je l'ai appris par cœur. Comme je vois Fatima, je pars. Elle me suit. Elle m'a ramené là-bas. Après, elle m'a ramené ici. Après, elle m'a fait la finale. Après, ça s'appelle du harcèlement. Jusqu'à que j'ai pris mon texte partout. Comme je vois Fatima, comme ça. On s'arrête là. Il y a d'autres choses à dire. Le week-end est donc clos là-dessus. Coucou. Nicolas, je dis juste 2 secondes encore d'attention. Juste pour se dire, on se dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine à 13h, dernier carat. Ceux qui veulent du café avant 13h. Et on vous dira le programme parce qu'on ne sait pas comment on va le construire avec... faut que je me calme et en même temps qu'on avance et en même temps qu'on fasse je sais pas quoi, on va essayer de le penser. Et avant ça, on range tous tout bien avant, on part pas avant que ça soit bien propre. Merci à vous. Il semble, mais vous reprendrez bien l'info auprès de moi mercredi, hein, parce que pour l'instant on n'arrive pas à joindre, mais il semble que nous puissions être à l'épée de bois dès le jeudi. Donc, ceux qui seront avec nous le jeudi après-midi, on sera là-bas, on installera bien comme il faut le lieu, les chaises derrière, les machins, on prendra nos marques pour rentrer, sortir, bref, on fera tout ce travail-là. Et ceux qui nous rejoignent le soir, filage à 19h. Il n'est plus négociable de ne pas être là le soir pour les filages. Voilà, c'est plus négociable du tout. Je le dis pour pas qu'il y en ait qui soient tentés de dire il y a un soir où je serai pas là au filage. Ça, c'est plus la peine en fait. Ok, je vous l'apprends au ralenti et ce sera un rituel maintenant tous les soirs avant le filage jusqu'au jour J. Ça commence comme ça. Saut, 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 saut. 4 fois. Ça c'est... Non mais 4 fois vous le dites pas. 4 fois, saut, 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 saut. On y va ensemble.
3, 4. Stop. On se prépare. On se prépare. Ensuite. So, ham, ham. 4 fois pareil, du bas vers le haut. On refait tout depuis le début. Ensuite, je vous montre la figure d'après. Ça fait comme ça. On démarre toujours vers la droite. Quai, je regarde la personne. Quai. T. 4 fois quai, 4 fois T. On va tout refaire jusque-là. C'est qu'on gagne 5 minutes et l'idéal serait d'en gagner 10. Il y a eu plein de moments de lenteur aux entrées, mais aussi dans les scènes, tu vois. Je pense qu'il ne faut pas précipiter, mais qu'il faut puncher. Il y a eu beaucoup de scènes sans... Il y a eu des scènes grosse fatigue. Voilà, sur l'ensemble. Hein. On a perdu en émotion. Sur l'émotion, il faut que vous entriez en scène avec ce qu'on appelle un état. L'état, c'est le fait que si cette scène est jouée, c'est qu'il s'y passe quelque chose. Quand on arrive quelque part, quel que soit l'endroit où on arrive, je veux dire, quand vous arrivez à la NPE, si vous êtes convoqué, vous, personnellement, vous arrivez avec un état. Vous avez une demande, vous avez des trouilles, vous avez des trucs, vous arrivez avec quelque chose. Il faut que vous entriez en scène avec l'état. L'état, ça veut dire que vous êtes à 200% au niveau énergie, que vous avez en vous toutes les émotions possibles de la scène qui sont là. Vous allez les laisser venir au fur et à mesure du texte, mais il faut que vous entriez avec déjà tout ça en vous. Sinon, vous ne les aurez pas en jouant. Je vois bien comment vous êtes avant de rentrer, c'est clair, vous êtes en train de discuter le bout de gras avec la copine, de faire je sais pas quoi, d'avoir fait... Tu vois, vous n'êtes pas dans l'état. Les 3/4 d'entre vous ne sont pas dans l'état avant de rentrer, ça se voit quand vous êtes là-bas, on vous voit aussi, hein. Enfin, on vous voit, le public ne vous verra pas, mais moi, je vous ai vu, là. Et je vois bien que vous n'êtes pas prêt à rentrer. Donc, c'est à la fois l'énergie, la présence, tout ça, mais c'est la présence à l'événement qui va se passer, à la situation que vous allez affronter. Vous affrontez une assistante sociale, vous y jouez 1 an, 2 ans, 3 ans de ménage, de l'aide, de trucs, vous y jouez votre vie, en fait. Chaque personnage qui rentre en scène, il joue sa vie. Donc, il faut que vous y soyez à ce niveau-là. Et c'est du côté de l'émotion. La personne qui s'occupait du relogement s'appelait Madame Lecu. La première fois, elle m'a proposé un logement dans la cité des Francs-Moisins. Vous savez, là où il y a eu les émeutes, les incendies, les armes, la drogue. J'ai refusé tout de suite. La deuxième fois, elle m'a proposé un logement dans la cité Gabriel-Péry. Pareil, agression, drogue. Et là, j'étais obligée de visiter avant de pouvoir dire non. La troisième fois, elle m'a proposé un logement à Auguste Delaune. C'est à quel étage? Au 4e. Au 4e étage sans ascenseur? On n'est pas sur les Champs-Élysées ici, madame. Avec les courses, les petits, les poussettes? On se maintient en forme. Madame Lecu, ça ne va pas être possible sans ascenseur. Mais vous voulez quoi à la fin? Vous refusez toutes les propositions que je vous fais. J'aimerais bien aller à Jacques Duclos. C'est calme, il n'y a pas de délinquance, et j'ai d'anciennes voisines là-bas. Mais Jacques Duclos, c'est au-dessus de vos moyens. Et le quartier Gueumer? Trop cher pour vous.
Je vous propose le quartier Aliéposi. En fait, j'étais à peine arrivée. Une personne s'est fait tabasser en bas de chez moi. Tabassée à coups de chaîne de moto. Laissée là pour morte. Le crâne fendu. Personne n'a rien fait. Puis les gyrophares de la police tout le temps. Les vols à l'arraché. Moi, je suis terrorisée. Je n'ose même plus sortir de chez moi. J'ai peur. J'ai peur qu'ils fassent du mal à mes enfants. J'ai peur que mes enfants dérivent. Je te présente mon fils, Louis. Ce matin, Louis me demandait justement comment on faisait pour éviter de payer trop d'impôts. Comment as-tu dit, Louis? Pour rester riche et que les pauvres restent pauvres. Voilà, c'est ça. Et alors je le suis, Louis. Et qui mieux que notre Patrick pour expliquer cela au petit? Louis, tu as des petites voitures. Oui, et tu en as beaucoup. Oh oui, tu ne voudrais pas qu'on te les prenne. Oh non, et si des méchants enfants venaient pour te prendre tes petites voitures, qu'est-ce que tu ferais? Je les cacherais. Et là, tout le monde, une entreprise, c'est vrai. Si un pays, la France par exemple, veut me prendre l'argent que je gagne avec une de mes entreprises qui s'y trouve, qu'est-ce que je fais? Je mets cette entreprise dans une autre entreprise qui se trouve, elle, aux Pays-Bas. Je mets cette entreprise dans une autre entreprise qui se trouve, elle, au Luxembourg. Et ainsi de suite jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne rien. Ça s'appelle des filiales. Tu comprends? Le plus important, c'est de mettre en bout la grosse entreprise qui est cachée derrière toutes les autres et qui les contrôle toutes dans un endroit où personne ne vient te prendre ton argent. Un endroit si tranquille que ça ressemble au paradis. Il y a des lieux comme ça. Galilée, les Bermudes, les îles Caïmans, Hong Kong. L'addition, ça sera au comptoir, merci. Ah, merci. Bon, bah, pour l'addition, on partage. Nous, on n'a pas pris grand-chose, hein. Oh, bah, on va pas faire de compte d'apothicaire. Hein. C'est quand même plus sympa de partager, non? Oui, oui, pas de problème. Ah. Comment ça, pas de problème? On a presque rien pris. On n'a pas pris d'apéro, on n'a pas pris de vin, on n'a pas pris de dessert. Et ils le savent très bien. Ils ont bien vu qu'on buvait pas, qu'on prenait les plats les moins chers. Ils ont même dit que tu coûtais pas cher à sortir au restaurant. Alors? Oui, bon, écoute, on va pas faire d'histoire. On est fauché. On va pas en plus se coller la honte. Nous sommes réunis pour parler de notre décision d'ouvrir pour les sans-domicile un centre d'hébergement d'urgence de 200 places situé entre le square des écrivains morts pour la France et la porte de Passy. Pourquoi ici? Pourquoi voulez-vous saccager le bois de Boulogne? Pourquoi là où je promène mon chien, où mes amis font leur jogging? Pourquoi ici? Le devoir de l'État est de mettre à l'abri ceux qui n'ont pas de toit. Mon cul! Salope! Marcus! C'est une vengeance contre la droite! Vous voulez nous faire payer notre statut social? Le bois de Boulogne est un site classé. C'est un des rares espaces verts parisiens et il doit le rester. Il y a 79 centres d'hébergement à Paris et pas un dans le 16e. Retour devant les tribunaux en raison de cette imposture. Salaud! Facho! Vendu! Vite! Hidalgo, au bois! Si vous continuez, je évacue la salle! Nous sommes organisés, vous savez, pour défendre nos territoires et nous avons les moyens. Nous avons par exemple fait modifier la loi sur les éoliennes pour faire respecter la qualité des paysages en bordure de nos propriétés. Et beaucoup d'autres choses qui ne seraient pas bon d'étaler sur la place publique. Vous perdrez. Nous le brûlerons, votre centre d'hébergement. Nous ne Vous céderons verrez, pas. il ne restera pas longtemps. On n'est pas les bois de Vincennes ici. On est dans le 16e. On est chez nous. Salope, pute. Nous sommes les représentants du peuple! Mais c'est rien le peuple. On l'emmerde le peuple. Mais vous croyez quoi?
T'étais où avant? À la fac. Oh, ça se voit que t'es pas comme nous. Ah bon? À quoi ça se voit? Non mais c'est tout vu, c'est tout vu. T'es pas comme nous, t'es pas comme nous. Tu restais là quelques mois, puis après tu vas avoir papa maman leur expliquer que tu t'es trompé, puis tu reprendras ta vie bourgeoise. On verra. Bonjour mesdames. C'est quoi ce bis? Ça veut dire quoi? Dis voir toi si tu comprends quelque chose. Moi je comprends pas bien, mais c'est pas du bon. Je peux regarder? De quoi tu te mêles toi? Elle a fait des études. Et alors? Elle y comprendra peut-être quelque chose, elle! Il parle de la productivité qui serait trop faible, de l'absentéisme, des difficultés de l'entreprise face à la concurrence, qu'il risquerait de devoir fermer l'atelier. En clair, ils veulent supprimer 2 jours de congé par an. Ils veulent que vous signiez un accord. Ah les salauds! C'est pas légal. On peut refuser? 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 Moi, je préfère perdre 2 jours de congé et garder mon boulot. T'en penses quoi, toi? Moi, je pense qu'on pourrait essayer de refuser. On pourrait déjà se renseigner auprès des syndicats ou de l'inspection du travail. C'est qu'il n'y a pas de syndicat ici. T'es quand même mieux placé que moi pour représenter les autres, toi. Puisque tu dis que je suis une bourgeoise, que je ne suis pas comme vous. Allez! Une bourgeoise, ça peut s'avérer utile! Tu seras peut-être jamais une vraie ouvrière, mais en tout cas, t'es déjà une vraie copine. Il faut que j'essaye de rappeler le 115. Ils me disent qu'il n'y a plus de place pour ce soir. Il faut vraiment que je les rappelle. Bah, tu viens pas avec nous? Tu vas les rappeler plus tard. Si on n'est pas nombreux, on n'obtiendra jamais le relogement. Non, mais tu crois vraiment que j'ai la tête à ça? J'ai d'autres priorités que d'aller faire des sittings. Allô? Allô? Un emploi, c'est un droit. Un revenu, c'est un dû. Un emploi, c'est un droit. Un revenu, c'est un dû. C'est pas fini. On a 3 scènes avec lesquelles on a envie de débattre avec vous. Alors, on va débattre en théâtre-forum, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des faucons et des yakas et des discours des savants que vous êtes. Il y aura des scènes qui jouent avec des gens qui vivent des trucs et ça ne se passe pas forcément bien pour eux, donc pour nous en général. Et on va vous demander avec qui vous êtes solidaire, on va vous demander de remplacer dans la scène le personnage avec lequel vous vous sentez d'accord pour essayer une stratégie qui serait à vous. Et si on en essaye 10, c'est bien parce que comme on est tous différents, on n'a pas les mêmes capacités pour mettre en place les mêmes stratégies. Puis des fois, on n'est pas d'accord avec la stratégie qu'a fait l'autre, etc. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de s'en donner pour changer le monde. Tiens, voilà, c'est un peu grandiloquent, mais c'est quand même un peu toujours ça.